Salut la compagnie. L'une des questions fondamentales que je me pose, c'est à quoi bon? Métro, boulot, dodo. De temps en temps, il nous arrive de sortir, de boire, de manger, de rigoler, d'échanger. Mais qu'allons-nous faire de cela? Y a-t-il plus? Nous retournons à nos occupations, nous finissons la soirée, nous nous disons à bientôt, nous retournons à notre routine, à nos habitudes. À quoi bon? Je crois fondamentalement que ce n'est pas la vie, que cela n'arrime à rien et que ça ne sert à rien finalement de rentrer dans une routine puisque la vie n'est pas routine. Prenons un exemple. Si vous prenez une photo tous les jours du ciel à 9h02 des nuages ou de la mer, vous ne pourrez pas juxtaposer ces photos au bout de 10 jours et de dire c'était la même mer, les mêmes vagues, les mêmes nuages, au même endroit, la même montagne. Il y aura toujours une différence parce que finalement, chaque jour est différent. Les journées ne se ressemblent pas au niveau de la nature comme dans notre quotidien. Finalement, c'est notre perception qui nous condamne et qui nous alourdit par ces choses matérielles qu'on met en place, qui nous font croire que la vie est lente, qu'elle est répétitive. Ce café que je bois tous les matins en me levant, cette douche que je prends, etc., fait que nous ne percevons pas la vitesse de la vie. On ne la ressent pas à sa juste valeur. Pourtant, lorsqu'on regarde en arrière, on se rend bien compte que le temps passe à une allure folle. En réalité, avec un esprit conscient, en pleine conscience, nous pourrions nous rendre compte que chaque instant est plein de surprises, plein de rencontres, plein de moments différents, d'images, d'échanges, mais que dans la majorité du temps, nous refusons d'y prêter attention, nous refusons d'investiguer le temps nécessaire pour prendre la conscience des choses. C'est quand la dernière fois, finalement, où en entrant dans un quelconque ascenseur, on a dit bonjour à celui qu'on a rencontré, on a pris le temps de se présenter et de se demander, mais finalement, est-ce que, le hasard n'existant pas, est-ce qu'il y a un intérêt de rencontrer cette ou ces personnes? Pourquoi je les rencontre celles-ci et non pas le voisin que je croise assez fréquemment? Pourquoi je ne suis pas seul? On peut même mettre la petite parenthèse sur le nombre de fois où quand on rentre dans l'ascenseur, on a envie de se retrouver seul. C'est bien la preuve réelle qu'il y a une recherche d'éloignement, de ne pas forcément prendre la conscience des choses et de s'empêcher de voir à quelle vitesse la vie avance et les surprises qu'elle nous présente. Dans la paracha de Vayetse de cette semaine, il y a plusieurs faits étranges dès le début et je vais, comme vous connaissez mon amour du fait d'aller coller la fin de la paracha précédente avec la paracha actuelle, je vais relever différents éléments qu'on va essayer de répondre au fur et à mesure de cette vidéo. À la fin de la paracha Toldot, donc on est vraiment 3, 4, 5 psukim avant la fin, bon, on nous raconte cette histoire où évidemment Yaakov a piqué la bénédiction de son frère Esav. Sa mère Rivka le sait et lui dit « Va-t'en chez mon frère Lavan parce que ton frère va vouloir se débarrasser de toi définitivement. » Et donc, il y a un ensemble de répétitions qui est assez étonnante. Je vais le lire dans le texte, Pasuk He. Vaishlach Yitzhak et Yaakov, vayeler padena Aram, el Lavan ben Betuel, Arami, Achi, Rivka et em Yaakov et Esav. Voilà que Yitzhak envoie Yaakov, il s'en va à Padna Aram vers Lavan ben Betuel, le fils de Betuel, l'araméen. Achi et Rivka, le frère de Rivka, Em Yaakov et Esav, la mère de Yaakov et Esav. Déjà, bon, on ne va pas traiter ça maintenant, mais on pourrait même se demander pourquoi c'est souligné la mère de Yaakov et Esav. On le sait bien, toute la paracha le traite, on n'a pas besoin de ça. Mais déjà, on a cette information comme quoi il quitte ses parents, il est envoyé par Yitzhak. Juste après, Pasuk Zayin ou Chet, Pasuk Zayin, Vaishma Yaakov el Aviv ve'elimo. Voilà que Yaakov écoute la parole de son père et de sa mère. Bravo, à nouveau, encore une fois, cette notion de famille, hein, on la voit bien. Vayeler Padena Aram, il s'en va à Padena Aram. Bon, on l'a dit 2 fois, sacrée répétition, on est à la fin, il n'y a plus de psukim. On arrive sur Vayetse,
N'oublions pas que dans les rouleaux de la Torah, il n'y a pas de coupure, contrairement à nos livres. Vayetse Yaakov mi Shava, vayeler Harana. Bon, troisième répétition. À quoi bon? Et cela va continuer à nous donner des détails dont nous en serions bien passés. Vaïvga bamakom, vayalen, Sham, qui va à Shemesh, vaïkar me'avne amakom. Il y a toute cette histoire où Yaakov, dès les premiers psukim, va rassembler des pierres pour se protéger des animaux, nous dit Rashi. Bon. Et il y a le fait qu'il souligne les différentes étapes où il passe. Ensuite, il y aura l'analyse du rêve qui va se passer cette nuit-là. Je dirais qu'il y a, pour donner un tout petit début de réponse, toutes les occasions sont bonnes pour vivre et non pas juste observer. J'introduis, d'accord? Je ne donne pas plus de réponses. Parce que je crois fondamentalement qu'à aucun moment de notre vie, nous ne devons être observateurs. Nous devons bien aller au-delà, provoquer, défier, rencontrer. Bien sûr que notre environnement social et familial constitue ici une forme de refuge face à ce monde matériel, mais rien ne doit nous empêcher finalement d'y faire pénétrer des valeurs plus saines. Retenons ce point. Rien ne doit nous empêcher d'y faire pénétrer des valeurs plus saines. Ne pas craindre de nous aventurer au sein d'un monde extérieur et aller jusqu'à l'anoblir. Voilà deux notions que je voudrais soulever avec vous. Pénétrer des valeurs plus saines dans notre quotidien et anoblir le monde extérieur. Commençons par le terme anoblir. Qu'est-ce que ça veut dire? J'entends par là le fait d'extirper le beau de la différence. Nos journées sont différentes. Il faut être capable d'extirper le beau dans cette différence. Sous-entendu, dans ce qui nous paraît étonnant, surprenant, parfois difficile. Extirper le beau. Ça peut être face aux individus. Nous avons des différences quotidiennes, physiques, religieuses, éthiques. Enfin, on a de toutes sortes de différences. Être capable d'extirper le beau dans la différence. Cela passe par une étape qui est souvent pour moi prioritaire, c'est-à-dire dealer avec ce qu'on aime le moins, traiter avec ce qui nous fait sortir de notre confort, de notre zone de confort, de notre confort personnel. Essayons ensemble de comprendre ce que je veux dire par pénétrer de valeurs plus saines dans ce monde finalement matériel. Alors, tout d'abord, puisque je le dis dans ce monde matériel, essayons d'expliquer qu'est-ce que j'entends par monde matériel. C'est très simple, tout ce qui est figé, tout ce qui est condamnable. Une pierre, par exemple, elle est figée. Elle est condamnable, ça sera toujours une pierre. La composition chimique de la pierre, c'est dioxyde de silicium, SiO. De la manière générale dans le monde, lorsque nous traitons différents sujets, même différentes habitudes, voire même des personnes, nous avons l'habitude de les traiter comme des pierres, c'est-à-dire nous les jugeons, nous les condamnons, nous savons pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, pourquoi je me retrouve ici, pourquoi il m'est arrivé ça, etc. Heureusement, il y a des êtres que je qualifierais de lumineux, qui ont choisi, au cours des siècles et des années, de remettre en question ces évidences, d'aller jusqu'à dompter la matière, le feu, le bois, la pierre. Prenons l'exemple du diamant, lorsqu'on le trouve brut, bon, c'est un caillou. Mais une fois qu'on dépasse cette étape, c'est-à-dire qu'on intègre un premier niveau de valeur saine, juste le premier niveau, on se retrouve à finalement intégrer quelque chose de différent et d'en apporter une valeur supplémentaire. Voilà comment le niveau de pierre va devenir un peu plus qu'une pierre. On peut la tailler et en faire une habitation. On a rendu un peu plus qu'une pierre. J'aimerais vous raconter, par exemple, pour passer au niveau supérieur, l'histoire de Riona Kelly. Pour faire simple et très court, l'histoire de Riona Kelly est une jeune femme qui est une femme active, qui fait un accident et qui perd l'utilisation de ses jambes et qui devient handicapée. Le pronostic des médecins est sans appel, elle ne marchera plus jamais. Évidemment, grosse dépression, ça s'est passé il n'y a pas longtemps, grosse dépression, son mari la quitte, elle n'y arrive pas, c'est trop dur, crise financière forcément, parce qu'elle ne travaille plus, quelques aides, ça se passe aux États-Unis, et sous ce jugement terrible et condamnable
est condamnée, qu'elle ne marchera plus. Après une certaine période, elle décide de changer cette possibilité, de se battre, coûte que coûte, puisque elle n'a pas trop le choix finalement. Et la vie fera qu'elle va rencontrer un professeur de rugby qui va l'accompagner. Bon, je vous le fais en cours, aujourd'hui, elle marche. Malgré des efforts surhumains, malgré une période extrêmement difficile, elle est passée à cette deuxième étape, à ce deuxième niveau d'intégration de valeurs plus saines. Elle a été en mesure de changer ce qui était fatidique, l'irrévocable. Bien sûr, je pourrais tenter de définir le mot handicap, par exemple. Est-ce que l'incapacité de parler en public est-il si différent, voire pire, que d'être en chaise roulante? Est-ce que l'incapacité à aller vers l'autre pour créer une rencontre est-elle si différente ou pire que de se retrouver en chaise roulante? Évidemment, la chaise roulante fait appel à des peurs intérieures, comme la pauvreté ou la mort, qui font qu'on se retrouve dans une réalité, dans notre quotidien, on se retrouve handicapé dans notre vie de plusieurs manières différentes. Mais dès qu'il s'agit de la santé, c'est évidemment plus concret. Pour reprendre le passouk, Vayetse Yaakov mi Be'er-Shava vayelech Harana, on a ici une notion qui est extrêmement intéressante. Pourquoi? Tout simplement parce que d'abord, contrairement à ce qui a pu se dire avant, Yaakov décide de par lui-même de sortir. C'est Vayetse Yaakov. Dans les psukim avant, Vaishlach Yitzhak et Yaakov. À ce moment-là, dans la parashat Vayetse, on voit un homme qui décide de prendre une décision lui-même. Ce qui est tout à fait intéressant avec nos avot, avec nos patriarches, c'est que ce sont des êtres qui sont comme vous et moi, c'est-à-dire qui fautent, qui sont imparfaits, qui se trompent, qui reviennent en arrière, etc., etc. Si eux y sont arrivés, si eux ont fait ces choses-là, nous pouvons aussi y arriver. Nous sommes Avraham, Yitzhak et Yaakov. S'ils ont pu apprendre de leurs erreurs, de leur chemin, de leur vie, alors qu'ils n'avaient pas les conditions que nous avons, ils n'avaient pas autant d'histoire, il n'y avait pas autant d'écrits, il n'y avait pas de psy, il n'y avait pas Einstein, il n'y avait pas Freud, ni Rachi pour apprendre de l'histoire passée, ils y sont pourtant arrivés. Donc nous n'avons aucune excuse aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, pour réussir notre vie. Pensez, écrivez, vivez votre vie pour le meilleur, juste pour le meilleur. L'histoire des pierres, elle est pathétique. Elle aurait pu ne pas mériter sa place ici. On pourrait presque croire qu'on se moque de nous. Parce que pourquoi pas non plus une citrouille qui se transforme en carrosse? Je veux dire, justement en fait. Justement, n'ayons pas peur des mots. Cette histoire, elle est énorme. Nous avons affaire ici à quelque chose de particulier. Nous rentrons dans l'intime, le plus intime possible lorsque l'être parle avec lui-même. Ça ne devrait regarder personne, et pourtant, la Torah nous rapporte cette histoire. Il sort Yaakov de Be'er-Shava, il quitte Be'er-Shava, il va vers Haran, sous-entendu sous sa propre volonté. Il n'est plus en train de suivre la volonté de son père ou de sa mère. Il n'est plus le fils, d'accord? Et la mère n'est plus la mère de Rivka n'est plus la même mère de Yaakov et Esav. Il est majeur, il est adulte et il prend ses décisions. Et là, nous entrons dans l'édifice, sous-entendu, de sa propre vie. Il va réfléchir. Il est conscient, il a complètement conscience que l'avenir ne va pas être tout rose. Et ça ne va pas être de tout repos. Il a l'histoire de son père, Yitzhak, de tout ce qui lui est arrivé. Il a l'histoire de son grand-père, Avraham. Donc il le sait très bien. Et puis à son actif, ça démarre mal. Il a un frère qui lui court après, qui veut le tuer. Il a récupéré une bénédiction, moralement, on va dire, c'est pas top. Il n'est pas dans une conscience très pure. Il se dit que quand même s'il a écouté sa maman, c'était pas ce qu'il fallait faire en l'occurrence. Et puis il va chercher une femme, il est envoyé pour aller chercher une femme chez un homme qui n'est pas non plus assez vicieux, on le dit, la vanne, c'est pas le top des hommes. Et puis il y a ce détail, il prend des pierres qu'il entoure autour de lui. Allez, faisons-nous plaisir, analysons un petit peu psychologiquement, faisons de l'analyse simple. Premièrement, il bâtit de ses mains, prend chacune des pierres et
il la met autour. En prenant les paires, on est dans une action directe, on est dans une action manuelle. Il va faire les choses de lui-même. Puis, il ne va pas bâtir une maison, deuxième point. Il ne va pas élever vers le haut. Il va créer une barrière autour de lui. Rachid nous dit pour protéger des animaux, mais bon, je veux dire, s'il y avait un loup qui passe par là, ou un lion, ou je ne sais pas quel animal, même un renard, ce n'est pas une pierre qui est autour de lui qui va l'empêcher d'aller voir ce qu'il y a au milieu. Il est sur une signification de sécuriser. Il sécurise quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il sécurise? On va le voir. Puis, il rassemble autour de lui. Il y a la pierre, donc la matière, et au milieu, il y a lui. Il y a la réflexion, le séchel. On peut dire que c'est un mariage entre la matérialité, on l'a dit, la valeur la plus basse de ce monde, 60,8% de la couche terrestre est couverte de pierre, et de cette valeur-là, SiO2. Et pour autant, il va se mettre au milieu. Nous entrons ici dans l'introspection de Yaakov. Donc de nous-mêmes, on l'a dit, s'ils l'ont vécu, s'ils l'ont fait, on peut le faire. Ils sont imparfaits, ils ont fauté, ils se trompent pour nous dire que c'est un message à nous-mêmes. Limite, en fait, on s'en fout du personnage. On s'en fout que ça soit Jacob, Isaac ou autre. C'est juste que ça nous ressemble tellement. Donc on peut tellement en prendre exemple, on peut tellement se ressourcer de cela et avancer. Donc finalement, Yaakov avait conscience des défis, de cette nouvelle vie. Il se montre symboliquement et il va aller protéger son esprit. Il sait d'où il vient. Il sait tout le travail qu'il a fait, de quelle famille il est. Il veut protéger sa conscience. Quelle conscience? Cette conscience de tout ce qu'il connaît, de ses possibilités, de ses capacités. Il sait qu'il ne fait que un, ce Aleph. Lorsqu'on regarde Vayetse, c'est écrit Vav Yud Tzadik Aleph. Il sort avec le Aleph, c'est-à-dire avec cette puissance créatrice de la conscience divine qui est capable de créer notre monde au quotidien. De sorte que quoi? De sorte à se protéger de l'oubli, d'oublier le fait que toute cette puissance est disponible et qu'il se fasse happer par les distractions de ce monde matériel, c'est-à-dire tangible, tellement réel, paraît-il, mais finalement tellement limité, qui nous laisse penser que nous vivons dans le monde alors que nous créons notre réalité. On l'a dit, Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Et pour cela, il agira de ses mains. C'est une action directe pour réussir à marier les deux. Parce que dans Vayetse, Vav, Vayera, Yud, Yaakov, Tzadik, Tzoret, Aleph, Aleph. Yaakov a vu la forme du Aleph. Il a compris que la spiritualité ne pouvait pas fonctionner seule. Il a compris que la matérialité ne pouvait pas fonctionner seule dans ce monde. À quoi bon faire métro, boulot, dodo? Absolument à rien. À quoi bon vivre uniquement dans la spiritualité, dans l'étude, dans la réflexion? Absolument à rien. Yaakov a compris que le mariage parfait, c'est la spiritualité, c'est-à-dire la conscience du divin dans cette matérialité. Petit clin d'œil, dans Chidushei Agadot, page 91, deuxième page, bête, on nous apporte l'histoire que les pierres se rassemblent en une seule, comme pour ironiser, ou peut-être valider ce que nous venons de dire ensemble. C'est-à-dire que dans chacune de nos actions réside une création. Et ça dépend que de nous de le voir de manière consciente ou inconsciente. Alors, c'est ce que je vous invite à faire pour cette semaine. Soyons conscients qu'une action de notre main ou d'une parole qui est dite crée un monde parallèle qui s'exprime dans notre monde à nous. Shabbat Shalom et excellente semaine.